La commune rurale de Diabo, coupée du reste du pays, c'est la conséquence des fortes pluies du week-end dernier. Un barrage a cédé, les eaux ont emporté le radier qui permettait d'accéder à la commune. Un village a également été dévasté, constat dans ce journal. Et puis à moins de 5 mois de la fête de l'indépendance à Kaya, c'est l'inquiétude sur les 2 sites de la Cité des Forces Vives. Si pour le reste des chantiers, le bilan est jugé satisfaisant, les villas de la Cité, elles, poussent péniblement. Images et commentaires à suivre. Mais tout d'abord, ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la Journée internationale de la jeunesse, placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du FASO, Président du Conseil des ministres. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mercredi 12 août 2015 au Palais des Sports de Ouaga 2000 à partir de 8 h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. Ouagadougou accueille depuis hier la 36e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. À l'ordre du jour, la relecture du règlement intérieur de la structure, la préparation de la prochaine conférence des femmes parlementaires et le bilan des activités de l'année en cours. Les échanges portent également sur les sujets d'actualité dans la sous-région avec en bonne place la menace terroriste. Souleymane Sanou, Hortense Evelyne Yelemo. Créer un véritable instrument de suivi, d'orientation et de contrôle des politiques au sein de l'espace UEMOA, c'est tout l'esprit des sessions ordinaires du comité interparlementaire CIP-UEMOA. La 36e session ne déroge pas à cette règle. Ouagadougou devrait voir l'examen du programme d'activité 2015. La présente session sera l'occasion pour les députés de prendre connaissance des chantiers de l'UEMOA et d'approfondir leurs connaissances sur l'état de mise en œuvre des réformes de l'UEMOA. L'année 2015 a connu l'organisation d'élections présidentielles et législatives respectivement au Togo et au Bénin. Les parlementaires devraient se pencher sur les rapports des différentes missions d'observation envoyées dans ces 2 pays et sur la perspective de 2 autres au Burkina et en Côte d'Ivoire. En tant que représentants des populations, les questions d'actualité dans nos sous-régions seront en bonne place dans nos travaux, notamment les échéances électorales au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, la recrudescence de l'insécurité consécutive aux attaques de Boko Haram au Niger et des groupes armés au Mali et les perspectives de paix après la signature de l'accord de paix entre le gouvernement du Mali et la coordination des mouvements de l'Azawad. La 36e session du CIP-UEMOA prendra fin le 23 août prochain. Et puis le 11 octobre prochain, les Burkinabés vont élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Plus de 6000 candidatures présentées par une centaine de partis politiques de formation ou regroupements d'indépendants ont été validées par la Commission électorale nationale indépendante. En attendant le verdict définitif du Conseil constitutionnel, on s'arrête dans ce journal sur le mécanisme et les dispositions concernant ces élections législatives. Les explications avec Maxime Zango. 127, c'est le nombre de sièges à l'Assemblée nationale du Burkina. Les députés sont élus à raison de 16 sur la liste nationale et 111 sur les listes provinciales. Naturellement, le nombre de députés par province étant proportionnel à la taille de la localité. C'est ainsi que le Kadiogo compte 9 députés, 6 pour le Oué, 4 pour le Boulgou, le Bulkiemde, le Sanamatenga et le Yatenga. Le Passoré 3, la Nyanya 3, tout le reste 2 députés par province. Pour l'attribution des sièges, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de députés à élire dans la circonscription électorale. Les sièges restants sont attribués par la règle du plus fort reste. En cas d'égalité, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. S'il y a toujours égalité, le siège est attribué au candidat le plus âgé. Si à cette étape il y a toujours égalité, les prétendants sont départagés par un tirage au sort.
Le syndicat des greffiers du Burkina Faso est toujours dans l'attente de la satisfaction de ses revendications. Il s'agit notamment de l'application de leur statut particulier. Les premiers responsables du syndicat ont rencontré la presse ce soir. Objectif, interpeller les autorités sur la nécessité de parachever le processus. Nongba Kouda, Adama Koulibaly. Ces acteurs judiciaires, à travers cette rencontre avec la presse, font le point de la mise en application de la loi régissant leur corps. Cette loi, adoptée depuis décembre 2012, peine toujours à être appliquée, malgré les résultats du comité multidisciplinaire pour trouver une solution, transmis au ministère de l'Économie et des Finances depuis le 25 juin. Depuis cette date, nous sommes toujours dans l'attente de la concrétisation des promesses et engagement des autorités. Nous avons pu rencontrer les autorités du ministère de la Justice qui nous ont fait savoir qu'elles ont eu des rencontres avec le ministère de l'Économie et des Finances au sujet des décrets d'application et qu'en dernier ressort, le ministère de l'Économie et des Finances devrait nous recevoir avant l'introduction du dossier en Conseil des ministres. Le 17 août, c'est la nouvelle date annoncée pour une rencontre avec le ministre de l'Économie et des Finances qui est vivement attendue par ces syndicats. Tout en déplorant les actions que les syndicats ont de par le passé menées et qui ont paralysé les juridictions et affecté les justiciables, nous invitons les autorités des deux ministères à faire du 17 août à venir une date utile à l'issue de laquelle la question de l'application de la loi 054 AN du 18 décembre 2012 trouvera une solution définitive. Pour ces syndicats, il est temps d'en finir avec cette question pour s'attaquer aux défis qu'ils doivent relever, entre autres la célérité dans le traitement des procédures judiciaires et la lutte contre la corruption. Diabo, une commune rurale située dans le Gourmand, totalement coupée du reste du pays. Je vous le disais en titre, les eaux ont emporté le radier qui permettait d'accéder à la commune. La digue d'un barrage situé non loin de cette localité a également cédé. C'est la conséquence des fortes pluies enregistrées le week-end dernier dans la zone. Un village a également été dévasté. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Le constat avec Nazé Ouattara et Aimé Douamba. Ceci n'est pas une carrière. Ce sont les ruines de la digue du barrage de Yantenga. Cette digue, sur la seconde voie qui mène à Diabo, a été immergée par les eaux suite aux pluies des 8 et 9 août dernier. Le bassin du barrage est drainé par les eaux du centre-est. Donc ces fortes précipitations combinées avec nos fortes précipitations ont occasionné des pressions très considérables au niveau de la digue du barrage. Donc c'est ça qui a provoqué en fait, la chute d'une partie de la digue du barrage. Mais ce n'est pas là la seule explication, selon cet agent technique des aménagements hydrauliques que nous avons trouvé sur le terrain pour le constat. Le lit mineur, c'est là où en fait, on a les plus basses eaux. Lorsqu'on a les plus basses eaux, c'est là-bas on a toujours l'eau en réalité. Donc le lit mineur est un peu plus prononcé là par rapport à la position actuelle du déversoir. Donc si par exemple on avait un déversoir à ce niveau, en fait, s'il y a le trop plein là sera évacué plus facilement par rapport à la position actuelle du déversoir. Sur la route principale de Diabo, le radier à l'entrée du village est situé dans le même bassin que le barrage de Yantenga. Ce radier a été lui aussi emporté par les eaux, glissant ainsi Diabo dans un enclavement. Depuis ce matin, Diabo est carrément coupé de chef de province. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais on a enregistré vraiment d'énormes dégâts matériels. Le village de Tiabga, auquel nous n'avons pas eu accès faute de route, les champs et les plantations situés dans ce même bassin hydraulique ont été tous ravagés par les eaux. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'avait été signalée quand nous étions encore sur les lieux. Voilà pour ce constat et on revient dans ce journal sur l'état d'avancement des chantiers du 11 décembre à Kaya dans le centre-nord. Si le bilan global à ce stade autorise l'optimisme, dans le détail, certains chantiers donnent des motifs d'inquiétude. C'est le cas sur les deux sites de la Cité des Forces Vives. À moins de 5 mois de l'événement, les villas peinent encore à sortir de terre. Suivez plutôt ce reportage de Adama Guiti et Draman Dadian. Passation du flambeau et du drapeau à la région du Centre-Nord. Après Dédougou, c'est le tour de Kaya d'abriter les festivités du 11 décembre. Nous sommes vraiment contents d'accueillir l'événement. On n'y croyait pas. Quelle euphorie! Kaya, la cité du cuir, fera donc peau neuve.
Le ton a été donné par le Premier ministre le 20 mars dernier. Outre l'ère de défilé, plus de 29 km de routes sont en voie d'aménagement, dont 23 km en bitume. Là, les travaux avancent avec satisfaction. Plus de 45% de réalisation pour un délai consommé de 27%. Principale difficulté, les finances, selon les entrepreneurs. Aujourd'hui, la seule difficulté majeure que nous avons, c'est le financement. Parce qu'à ce jour, on n'a pas encore perçu un franc, à savoir l'avance de démarrage. On a fait un premier décompte et ensuite un deuxième décompte. Les regards des 6 entreprises commises à la tâche sont tournés vers l'État pour que les travaux puissent se poursuivre normalement. Le San Matenga, le Namatenga et le BAM, toutes les 3 provinces du Centre-Nord, verront des réalisations dans le cadre du 55e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Sur ce site, destiné à la construction de la salle polyvalente, les travaux avancent à pas de caméléon. Effectivement, nous avons pris un grand retard dans le démarrage, mais nous sommes en train de nous atteler pour pouvoir mettre les bouchées doubles et voir si nous pouvons vraiment livrer l'ouvrage en temps réel. 2 cités des forces vives sont prévues à l'occasion dans la ville de Kaya. Des parcelles ont été cédées à des particuliers avec les infrastructures le 15 novembre prochain, délai de rigueur. Mais il y a lieu de s'inquiéter à ce niveau. 624 parcelles, au jour d'aujourd'hui, on a à peine, vraiment c'est peu. Et c'est vrai que les délais sont courts par rapport à la période où ces attributions ont été faites au profit des fils et des filles de la région, mais nous avions bon espoir. Et pour cela, chacun doit jouer sa partition pour réussir l'organisation du 11 décembre 2015. C'est l'heure de la pause bilan au ministère de la fonction publique. La première phase de la campagne de communication sur le plan de modernisation de l'administration vient de s'achever. Les responsables du ministère ont sillonné le pays pour apporter la bonne information aux agents. Aujourd'hui, ils ont rencontré les hommes de médias pour partager les enseignements. Kwale Nebié, Nathalie Sawadou. Le recensement biométrique des agents de la fonction publique, l'introduction d'éthique dans l'organisation des concours, ce sont entre autres les actions réalisées par le ministère en charge de la fonction publique, des résultats partagés avec la presse à cette conférence. Le premier plan d'action qui s'est déroulé de 2011 à 2014 a permis d'organiser des sessions de top management au profit de responsables de l'administration publique nouvellement nommés en Conseil des ministres. Il a permis d'adopter le guide d'élaboration de plans de formation continue des agents des ministères et institutions. Et pour l'avenir, le deuxième plan d'action concernera 3 ministères, à savoir la fonction publique, la justice et l'éducation nationale. Le deuxième plan d'action qui a été adopté par le gouvernement de la transition, qui sera exécuté sur la période 2015-2018, est soutenu par la Banque mondiale notamment, à hauteur de plus de 20 milliards de francs CFA. Cette contribution sera élargie au Premier ministère, à la Cour des comptes, au médiateur du FASO et à l'autorité supérieure du contrôle d'État. Les grands dossiers en cours de traitement au ministère de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale, entamés dans le cadre de l'exécution de ce programme, sont entre autres l'étude diagnostique sur l'organisation des départements ministériels, l'élaboration d'un guide d'évaluation des structures populaires, l'étude sur les horaires de travail dans l'administration et les services publics qui visent l'instauration de la journée continue de travail et les statuts autonomes. Eux s'apprêtent à faire leur premier pas dans l'administration publique. Il s'agit de la 4e promotion de l'Institut régional d'administration des Hauts-Bassins. 154 stagiaires en tout qui viennent de recevoir leur parchemin de fin de formation. Karim Ilboudo, Moumouni Barou.
Cette remise symbolique des diplômes marque la fin de 2 années passées pour ces stagiaires à l'Institut régional d'administration des Hauts-Bassins, IRA. Pour cette promotion 2013-2015, ils sont 254 agents à braver avec succès les affres de l'apprentissage et seront immédiatement mis à la disposition de l'État et des collectivités territoriales. Nous pensons que la formation qui a été dispensée ici est de bonne qualité et cela va permettre à notre administration d'aller de l'avant. Et la formation des agents constitue un dispositif très important pour nous dans la perspective de la modernisation continue de notre administration. Des agents dévoués au service d'une administration républicaine, voilà le thème choisi par cette 4e promotion de l'IRA au bassin, une façon pour elle de se préparer pour mieux réussir sa mission. Si nous avons donné ce thème-là, c'est pour dire que nous voulons rompre avec la routine du passé. C'est en vertu de ça que nous avons dit que non. Si nous devenons en tout cas des agents dévoués pour une administration républicaine, et les usagers de cette administration-là vont nous faire confiance. Du nom du baptême, engagement et loyauté, tous les intervenants ont donc souhaité que ces agents puissent relever les défis pour une meilleure gestion de l'administration. Et avant de clore la cérémonie, des attestations de reconnaissance ont été remises à certaines personnalités pour leur engagement à faire de l'administration publique burkinabé une référence. Un monde harmonieux et sans aucune discrimination, voici le rêve du mouvement mondial des travailleurs chrétiens. Il organise à Ouagadougou une rencontre autour du thème « Bâtissons une société juste, fraternelle et durable ». Des chrétiens catholiques de 8 pays prennent part aux échanges. Gérard Sommet, Estelle Judith Assogba. Ils militent tous dans le mouvement mondial des travailleurs chrétiens. Ils viennent de 8 pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, le Mali, Madagascar, l'Ouganda et l'île Rodrigue. Ils ont la même ambition, bâtir une société juste, fraternelle et durable. Pour nous, c'est une société dans laquelle les hommes et les femmes vivent en harmonie dans la cohésion sociale, sans discrimination, et dans un monde dans lequel chacun a un revenu décent. À Ouagadougou, ils se sont donnés pour tâche, à la faveur de ces séminaires, de donner des orientations par rapport à cette thématique pour relever ces défis. Nous, en tant que chrétiens, nous voulons contribuer à la création d'une société juste, fraternelle et durable. Et par rapport à cela, nous voulons réfléchir autour de ce thème-là. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour que nous ayons cette société juste, fraternelle et durable? Une lourde mission, mais pas impossible selon les membres de ce mouvement, pour peu qu'ils soient appuyés dans ce combat par l'ensemble des églises, la société civile, les organisations syndicales et politiques. Qu'il faut prendre, c'est une charité politique. Ça veut dire que les personnes, l'économie, soit au service de la personne. La personne, c'est la priorité. Et aussi, la politique, elle doit être au service des biens communs de la personne. Au terme des travaux, ils formuleront des recommandations qui seront acheminées au siège du mouvement mondial des travailleurs chrétiens à Bruxelles, en Belgique. Après quoi, un document sera élaboré pour sensibiliser tout le monde sur la nécessité de bâtir une société juste et durable. Une vie épanouie et en toute sécurité pour tous les Burkinabés, c'est également l'enjeu de la politique nationale de protection sociale. Pour l'heure, la politique est en cours de vulgarisation et pour ce faire, l'on compte notamment sur l'implication des journalistes en langue nationale. Salifou Belem, Yolande Lompo. La politique nationale de protection sociale enseignée ici à une vingtaine de journalistes de langue nationale de 11 régions du Burkina Faso. Maillon essentiel pour l'éclairage des populations sur les actions de développement économique, politique et social, ces hommes de médias vont au cours de ces 72 heures de formation se familiariser avec le dispositif institutionnel de suivi et évaluation et de mise en œuvre de la dite politique, son contenu ainsi que les instruments de protection sociale. Dans un pays où le taux d'analphabétisme reste très élevé, ce séminaire constitue une nouvelle étape qui va enclencher des actions de formation au profit d'autres acteurs des médias de langue nationale. Partout là où il y a des Burkinabés, que justement l'action d'information, de diffusion et de communication soit portée sur ces documents qui visent à bâtir un socle
plus solide de solidarité et de protection sociale des Burkinabés. À travers les multiples productions que ces médias proposeront bientôt, le secrétariat permanent du Conseil national de protection sociale entend maintenir avec eux des relations de partenariat. Ils sont 7 et leur mission désormais, c'est de superviser et d'assurer l'orientation stratégique de la Biennale du cinéma africain. Le comité de pilotage du FESPACO a été installé ce matin par le ministre de la Culture. Son rôle est primordial, surtout dans la mise en œuvre du projet d'appui au FESPACO financé par l'Union européenne. Alassane Zéwo, Claudine Bikaba. 7 membres constituent le comité de pilotage du FESPACO, une structure installée ici et qui sera épaulée par une unité de gestion des programmes et une unité d'appui technique. Ils sont chargés de gérer les fonds d'une convention de plus de 1,918 milliard de francs CFA signée entre l'État burkinabé et l'Union européenne depuis novembre 2012. L'un des partenaires aujourd'hui qui se distingue et qui continue de nous soutenir, c'est l'Union européenne, qui a décidé donc de financer donc les activités de FESPACO, non seulement pour améliorer l'organisation, mais également de pouvoir faire en sorte que le MICAI, qui est notre marché du cinéma, soit quelque chose également avec un contenu. Cette convention a déjà connu un financement de 918 400 000 francs CFA. Ce montant devrait permettre à ce comité de poursuivre les objectifs suivants. De faire en sorte que les prochaines éditions de FESPACO soient mieux organisées, professionnelles, mais c'est en même temps également pour améliorer le rendement des professionnels qui accompagnent cette manifestation. C'est de faire en sorte à ce qu'on puisse avoir également un minimum d'accompagnement en termes de logistique, en termes d'acquisition du matériel. À terme, le plan stratégique de développement du FESPACO et son plan d'action élaboré par ce comité doit permettre à l'institution de répondre aux attentes des milliers d'Africains qui voient en elle une vitrine qui permet de relater les réalités africaines. Direction à présent les planches. Fragments de mémoire déclassifiés, c'est le titre d'une pièce de danse-théâtre en préparation à Ouagadougou, une création de la compagnie Baké Tarpaga en collaboration avec d'autres partenaires. Il y est question de politique et de secret. Hier, au Centre de développement chorégraphique La Termitière, certains privilégiés ont eu droit à une représentation spéciale. Lassina Ouattara, Aruna Mare. Ils sont danseurs et leur domaine de prédilection, la danse contemporaine. Après plusieurs semaines de répétition, ils restituent ici au Centre de développement chorégraphique La Termitière leur dernière création en finition. Une pièce qui met à nu les réalités sociopolitiques du continent africain. La pièce s'appelle « Les fragments de la mémoire déclassifiée ». Rien que me baser sur ce qui s'est passé le 30 et le 31 octobre, c'est une mémoire mais assez fragmentée. Même en famille, il y a des secrets, il y a ce truc de on lave le linge sale à la maison et autres. Oui, c'est une bonne chose, mais des fois, des fois il faut lancer un message fort et il y a des moments où le linge peut se laver dehors. À la différence de certaines chorégraphies, la pièce mêle danse et théâtre pour faire passer un message. La danse-théâtre, c'est la danse qui a beaucoup plus d'expression. Ce n'est pas seulement le corps, mais des fois la voix apporte ce que le corps ne peut pas apporter, le corps apporte ce que la voix ne peut pas apporter. Le chorégraphe dit s'être inspiré des crises qui ont secoué des pays comme le Kenya, le Zimbabwe et la Côte d'Ivoire. L'avant-première de cette pièce est prévue le 17 septembre prochain aux États-Unis. En novembre 2016, ce projet sera présenté à Ouagadougou lors des rencontres chorégraphiques, a précisé son initiateur. À présent, la revue de presse des quotidiens, 2 sujets majeurs à retenir, les dégâts provoqués par les fortes pluies et les listes des candidats aux législatives. Evelyne Dabiré. Vos quotidiens de ce 11 août reviennent sur les candidatures aux élections législatives de 2015. L'observateur Palga rappelle le verdict de la commission ad hoc et les dossiers de candidature validés, puis, aujourd'hui, au FASO fait les comptes. 6 944 personnes, dont 4 870 hommes et 2 074 femmes, ont manifesté leur volonté de siéger à la première législature post-insurrectionnelle. Autre fait ayant interpellé vos quotidiens, l'état dégradé des infrastructures routières, surtout en cette période d'hivernage. Sidoya informe que 2 personnes ont perdu la vie sur l'axe Waiguya-Titao, emportées par les eaux du barrage de Tougou.
Mon confrère relate les faits et met en cause la chaussée qui fait également office de digue du barrage, fortement dégradée par les ruissellements des eaux. De grands ravins y sont perceptibles, constate Sidoya. Pour votre quotidien Le Pays, le constat de dégradation routière est tout aussi accablant sur le boulevard des Tansoba à Ouagadougou. Jadis bien bitumée, selon ce journal, elle est devenue chauve à certains endroits et à d'autres, constellée de nids de poules, rendant ainsi pénible la circulation. Et un nid de poule s'est transformé en une vaste mare d'eau, créant à cet effet un nid d'éléphant. Une solution doit être trouvée, conclut ce confrère. Votre journal Le Quotidien a quant à lui fait l'état des lieux après la pluie du 9 au 10 août dans les quartiers de la ville comme Kalgondé et Wemtenga. Mon confrère fait le bilan, une maison effondrée et d'énormes dégâts matériels. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal, l'édition unique du soir. Merci pour votre attention et bonne suite de programme.